Hello la famille, African Unit, footballistique. Are you ready? Mesdames, Messieurs, bonjour. Si vous avez choisi d'avoir comme adrénaline le football pendant ce mois de Coupe d'Afrique des Nations, eh bien, nous allons certainement essayer de vous accompagner et de la contenir en vous permettant notamment de revivre les moments qui ont été les plus forts pour les matchs de la veille, mais aussi d'aborder les rencontres à venir, celles du jour, avec un panel que vous connaissez déjà assez bien. Sur ce plateau, Marie-Paul Redombina, bonjour. Bonjour. Benny Banks, bonjour. Bonjour. Et François Binet, notre consultant maison, bonjour. Bonjour Aziz. Alors nous allons d'entrée en venir à ces matchs qui étaient très attendus hier. Côte d'Ivoire-Namibie. La Côte d'Ivoire qui, après quelques minutes de doute, a finalement pris la mesure de l'adversaire. Et comme on l'a dit, les éléphants ont piétiné les Namibiens. Bah oui, et puis les éléphants étaient très attendus, ils étaient dos au mur. Je crois que les critiques du côté d'Abidjan au sujet du sélectionneur a commencé déjà à fuser. Et il sauve un tout petit peu sa tête et calme un tout petit peu les choses. Il réussit avec cette belle attaque ivoirienne qui finalement a réussi à marquer 4 buts aux Namibiens. Ce n'est que du bonheur pour cette formation ivoirienne. Au début, le match a été, me semble, un peu difficile pour les éléphants parce que ce sont les Bleus qui se sont illustrés par plusieurs attaques comme là. Oui, dès l'entame du match, la Namibie y est allée un peu fort. Dommage qu'ils n'ont pas tenu jusqu'au bout. Cette équipe de Côte d'Ivoire que l'on a beaucoup critiquée, ils ont quand même réussi à mettre 4 buts. Moi, je me dis, c'est comme on en parlait hier, c'est peut-être aussi la pression parce que la Côte d'Ivoire, c'est une grande nation en termes de football et la Côte d'Ivoire n'a pas montré son plus beau jeu dès l'entame de la compétition et c'est ce qu'ils ont essayé de nous montrer hier. On espère qu'ils iront loin au cours de cette compétition, tout en produisant ce jeu, bien sûr. Aller loin pour le reste de la compétition, ça demande des ressources, des buts en attaque. Finalement, pour la seconde mi-temps, les éléphants de Côte d'Ivoire ont montré plus de précision et de détermination dans le jeu. Bien sûr, le premier but a remis l'équipe en confiance et c'est très bien parce que ça a été fait par des joueurs qui ont été indexés au début de la compétition, à l'exemple de Grandel ou encore Boni. Donc ce premier but a boosté toute l'équipe et les choses sont reparties sur de nouvelles bases. On a pu remarquer que lors de la deuxième période, la Côte d'Ivoire a eu un jeu un peu plus organisé et ne s'est pas arrêté sur le score de 2 buts à 0. Ils sont allés jusqu'à 4. Donc ça prouve à suffisance que ça a créé ce réveil au sein du secteur offensif ivoirien. Un réveil pas tardif, un réveil à propos. Non, justement, quand vous regardez d'abord la première action namibienne, déjà c'est une action qui aurait pu d'entrée de jeu permettre à la Namibie de mener. Mais les Ivoiriens ont eu cette attitude de réaction très rapide qui a fait qu'ils aient marqué leur but aussi après quelques moments difficiles passés sous les attaques de la Namibie pour finalement marquer ce but. Et puis tout s'est enchaîné, il faut voir, même si je pense pour ma part que le but de Gradel, il y a une position d'hors-jeu. Quand on voit le départ de la balle et lorsqu'il reçoit pour marquer, il est légèrement hors-jeu, mais l'arbitre n'a pas suivi cette action. Mais il faut dire que les Ivoiriens se réveillent au bon moment, là où il fallait, c'est-à-dire que vous pouvez rater le deuxième match sans pourtant être ridicule, mais le dernier devient très important, surtout dans cette nouvelle formule de 24 équipes. Là, ils ont réussi à marquer le coup et ça leur positionne vraiment comme niveau qualifié pour le second tour. Les éléphants de Côte d'Ivoire qui rejoignent les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale de cette compétition. Des éléphants de Côte d'Ivoire qui ont aussi, en ce qui concerne l'impact physique en deuxième période, été plus présents. Oui, plus présent. Quand on a un Wilfried Bony, c'est quelqu'un quand même d'imposant face à une équipe namibienne un peu nonchalante pour ma part. Mais moi, la question que je me pose, c'est quand on a cette Côte d'Ivoire là face à cette
petite équipe de Namibie, est-ce que face à un autre ténor, la Côte d'Ivoire pourra avoir le même jeu et pourra marquer les 4 buts comme on l'a vu hier? La question reste posée. Les Ivoiriens doivent pouvoir, en tout cas du moins pour ce que l'on a vu, ils doivent pouvoir se poser des questions et peut-être encore faire un peu plus pour pouvoir aller loin en cours de la compétition. Parce que s'ils jouent comme ils ont joué les 2 premiers matchs quand même, avec autant d'occasions manquées, autant d'occasions ratées, moi je me dis quand même c'est peut-être un coup de chance quand ils ont eu une équipe comme la Namibie face à eux. Après, Namibie, Côte d'Ivoire, on a vu également les limites de cette équipe de Namibie. Oui, les limites, surtout en termes d'efficacité, parce qu'il n'a pas manqué d'occasion cette formation. Vous regardez, à un moment donné, elle a réussi à mettre en difficulté la défense ivoirienne sur le reculoir. Et là aussi, on peut incriminer cette défense ivoirienne, qu'elle n'est pas souveraine. Parce que si en face, il y avait une attaque expérimentée avec un peu de réussite, elle aurait pu prendre cette équipe ivoirienne au moins 2 buts, même si après elle pouvait s'imposer peut-être de 4-2 ou 3-2, ou pourquoi pas ne pas revenir dans cette rencontre. Il faut dire que la Namibie a montré beaucoup de limites, il faut le reconnaître, et la défense a plié complètement. Prendre 4-0, ensuite, malgré les opportunités qu'on a en attaque, on ne réussit pas, c'est tout simplement des carences qui sont vues au grand jour. Les carences qui ont profité à l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Et nous voici au joueur du jour, le joueur du jour qui a été désigné, comme pour toutes les rencontres, par la Confédération africaine de football. C'est quelque chose de grand pour moi, d'autant plus que je pense que c'est ma dernière CAN. Et maintenant, je veux plus, mais je ne vais pas faire la fine bouche. Je suis très heureux pour mes coéquipiers, pour mon pays. Et voilà, je pense que le plus dur va commencer maintenant pour nous. Et aujourd'hui, on aura le temps de juste savourer et dès demain, se remettre au boulot. Sérédier, le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, joueur du jour, qui a promis d'ailleurs immédiatement se remettre au travail. Oui, et puis bon, moi je pense que c'est mérité. S'il y a un Ivoirien qu'on pouvait sortir légèrement du lot depuis le début, c'est Sérédier, parce c'est quelqu'un qui se donne. Et vous allez constater qu'il a toujours dans sa carrière, même en sélection, beaucoup de cartons jaunes, parce que c'est un garçon qui a de l'énergie à revendre, et souvent il se bat sur tous les fronts. Voilà, donc je pense qu'au-delà des 4-1 infligés à la Namibie, c'est aussi la récompense d'un travail qu'il fait depuis le début de cette compétition. C'est un garçon qui sort légèrement du lot pour ma part. Il sort la tête de l'eau et il a été récompensé à juste titre. Donc, une autre rencontre qui s'est jouée simultanément avec celle de la Côte d'Ivoire et de la Namibie, eh bien, c'était le Maroc qui était opposé à l'Afrique du Sud. Oui, Maroc, on va dire que l'Afrique du Sud avait là aussi une occasion de pouvoir se positionner. Il suffisait de battre, encore que le mot suffisait, c'est comme si c'était aussi facile que cela, mais il fallait aux Sud-Africains pour se repositionner, battre le Maroc. Ils ne l'ont pas fait. Il y a quelques années, l'Afrique du Sud l'aurait fait parce qu'elle avait des arguments, que ce soit offensif ou défensif, pour tenir face à des adversaires. Mais on remarque tout simplement que l'Afrique du Sud n'a pas encore atteint sa taille critique suite aux mutations qu'il y a en ce moment dans cette formation. Elle est très jeune, mais n'a pas encore atteint sa maturation pour pouvoir faire face aux équipes comme le Maroc, même si on reconnaît aussi que le Maroc n'a pas été forcément au-dessus. Et l'Afrique du Sud manque d'expérience, Marie-Paul? Oui, moi, je pense à l'issue du match, parce que pour ma part, le match d'hier, si l'Afrique du Sud, elle n'a même pas manqué de chance, c'est comme vous le disiez, Aziz, elle manque vraiment d'expérience, parce que ce Maroc-là, le Maroc qu'on a vu hier, n'était pas un Maroc plaisant à voir. L'Afrique du Sud pouvait bien aller au bout de cette sélection marocaine, mais elle n'a pas pris, pour ma part, le taureau par les cornes. Et d'ailleurs, le sélectionneur de l'équipe du Maroc,
qui a été très mécontent malgré qu'il l'a fait savoir. Malgré, Oui, Hervé Renard a clairement dit, malgré la qualification. il a dit qu'il est qualifié, on retiendra que la qualification parce qu'ils y sont justement pour aller très loin. Et déjà, il faut passer par la première étape, c'est celle de se qualifier pour les huitièmes de finale et c'est fait. Donc il n'y a que ça qu'il retient parce que pour le reste, il n'est pas tout à fait d'accord. Et connaissant bien Hervé Renard, c'est un perfectionniste. C'est quelqu'un, même dans la victoire, il veut que les choses soient toujours bien faites. Souvenez-vous de la victoire de la Zambie ici, c'était une équipe très plaisante à voir jouer. Et pourtant, elle était très jeune. Souvenez-vous de 2015 avec la Côte d'Ivoire. C'était pas vraiment la Côte d'Ivoire flamboyante, mais c'était une Côte d'Ivoire qui avait quand même de l'allant dans le jeu. On se souviendra de ce fameux match face au Cameroun, où il avait montré un peu plus de caractère à ses joueurs. Là, c'est ce qu'il demande aux Marocains. Vous ne pouvez pas voir des artistes comme ce qu'il a dans son effectif. Et il est conscient qu'il a cet effectif très riche. Et il veut que cet effectif-là bonifie le jeu et qu'il présente un football beaucoup plus plaisant. Benny Banks, les Marocains, pour l'instant, pêchent à quel niveau? Ils n'ont pas suffisamment de bagages en milieu de terrain. Est-ce qu'ils n'ont pas assez d'arguments offensifs efficaces? Et pourtant, il y a des joueurs de renom. Bon, vu le nombre de buts marqués par les Marocains, je dirais que c'est peut-être le secteur offensif qui est un peu faible, je peux le dire comme ça. Mais tout au long de cette compétition, il faut retenir quand même que c'est un Maroc qui a été une équipe très déterminée, qui nous montre un très bon football. Et souvent, le Maroc, lorsque cette équipe démarre une Coupe d'Afrique des Nations avec une très belle défense, elle va très loin. Il faut retenir également que le Maroc, jusqu'alors, n'a encore encaissé aucun but. Il faut remonter en 1976, si je ne me trompe pas sur les dates, où le Maroc a démarré une compétition de la même façon et a terminé sur le podium de la Coupe d'Afrique. Le Maroc a une très bonne équipe et en face, on a quelqu'un de très exigeant, Hervé Renard, qui, lorsqu'il donne des consignes, sont appliquées à la lettre. Le Maroc a gagné, mais timidement, s'est qualifié, Marie-Paul? Oui, timidement. C'est comme François le disait tantôt, avec cette équipe-là, avec ces joueurs de renom, on se demande où ça n'a pas marché, où ils n'ont pas suivi les instructions du sélectionneur, d'où son attitude, d'où sa réaction. Parce que quand on a des Ashraf, des Hakim Ziyech, quand même, on peut pas venir à bout de cette équipe sud-africaine avec cette façon de faire et pas avec un 1-0 quand même. Le sélectionneur a raison de se poser des questions et je pense que là encore, il faudra prendre le taureau par les cornes. 3 matchs. 3 matchs, Vraiment. le minimum. Voilà, donc, Écoutez, c'est pourquoi je disais que le secteur peut-être qu'ils sont offensif. sur la voie de Ouais. l'Égypte. Parce Ouais. que souvenez-vous qu'en 2017, Ouais. chaque match de l'Égypte, Un but. c'était un but. Donc des phases de poule, les 3 matchs de phase de poule, les quarts de finale et les demi-finales, c'était toujours un but. Ils sont arrivés en finale, un but. Et c'était la limite. Et là, en finale, ils n'avaient pas réussi à dépasser cette limite-là et le Cameroun les a eu. Service minimum pour Le plus assurer la important, c'est 3 points. qualification. Un service minimum qui avait été, comme vous le soulignez, profitable au pharaon d'Égypte lors de l'édition 2017. Voilà, mais De malheureusement, en la finale, ça leur avait été fatal parce qu'apparemment, leur limite, c'était un but. Et il se trouvait que l'adversaire en avait mis un de plus. Autant, Donc, quand ils arrivaient à un but, ils savaient que c'était la limite pour eux, donc ils ne pouvaient pas aller. Et c'est le véritable problème du Maroc depuis près de 4 ans. Le Maroc n'a plus retrouvé ces attaquants-là qui marquaient un peu comme les frères Hadji et autres. Le Maroc est toujours en quête de ces tueurs. Aujourd'hui, avec cette équipe, si le Maroc arrive à avoir en son sein 2 bons attaquants, c'est une équipe qui va faire très mal parce que défensivement et en milieu de terrain, elle est très bien organisée. Même si pendant les éliminatoires, ils ont réussi quand même à dépasser 2 buts. 2 buts. Seulement, c'était face au Gabon et face à la Côte d'Ivoire. Le match décisif qu'ils avaient joué à Abidjan, à Bouaké. C'était les seules 2 équipes contre lesquelles ils ont réussi à marquer au-delà. Mais sinon, c'est une équipe qui ne marque pas beaucoup. Après, il faut voir aussi, on salue beaucoup le travail de Hervé Renard, mais quand vous regardez les équipes d'Hervé Renard, en général, ça ne marque pas beaucoup. marque pas beaucoup. Ça marque pas Voilà, beaucoup. ça aussi, il faut Hervé le Renard retenir. mise beaucoup plus sur La stabilité défensive défensive. et le milieu. Il mise en général souvent sur ce bloc-là pour s'assurer que derrière, il n'en prend pas. Et vous verrez que les équipes de Renard prennent très peu de buts en général. Donc Alors le joueur du match à découvrir dans ce sujet de nos confrères de l'UAR. Chaque match, depuis le début,
On essaie de commencer bien, mais si tu vois le match, à le début du match, on n'était pas très très bien. C'est toujours de bien d'avoir une victoire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué contre l'Afrique du Sud. Mais je peux te dire, c'est une très très bonne équipe. Donc, tous mes respects pour eux, comment ils sont joués. Le joueur du match dans cette rencontre qui est certainement le Marocain Youssoupha. Boussoufa qui actuellement est sollicité par l'Olympique de Marseille. On espère que cette canne-là va lui permettre justement de pouvoir revenir en France. Revenir en France, c'est finalement un Maroc qui s'est imposé, Marie-Paul, sans panache. Hein. Oh, quand même, je pense. Mais il faut dire aussi que aujourd'hui, ceux qui réussissent à sortir des phases de groupe, c'est déjà un succès. Ouais. Voilà. Maintenant, la compétition, on va dire, démarre véritablement. Voilà. Donc, à partir du 8e, je pense qu'ils avaient tous à cœur de sortir de ces groupes-là qui étaient des groupes à danger. Parce que c'est vrai qu'avec 24, il y avait des possibilités d'être troisième et s'en sortir. Mais tout le monde n'avait pas la certitude. Ouais. Tout le monde n'avait pas. Quand on y va, c'est après d'autres matchs qu'on a finalement la certitude de sa qualification. Donc il faut dire que pour certaines équipes, ils avaient besoin de se rassurer, quitte à passer avec un but à 0, mais au moins sortir déjà de ce groupe-là et puis se dire, bon, voilà, une nouvelle compétition démarre. Et le plus important, c'est les 3 points. Une nouvelle compétition démarre avec des équipes qualifiées in extremis. Ça a été peut-être pas le cas pour le Sénégal qui avait quand même déjà 3 points au moins. Les Lions du Sénégal et les Harambee Stars du Kenya qui se sont affrontés quelques heures plus tard. Et un match qui aura tenu finalement toutes ses promesses. On a en mémoire ce pronostic d'un membre du 12e Gaïndé présent sur ce plateau et qui avait vu un 3-0. Ça s'est finalement concrétisé. Oui, et s'il nous regarde, je m'excuse auprès de lui. Ouais. J'avais pronostiqué à 2-1 en faveur du Kenya, mais il m'a poursuivi pour me dire que les Lions prendront ce match en main. Et les Lions ont pris ce match en main malgré, pour ma part, une première mi-temps un peu timide où les Lions ne se sont pas imposés. Ce n'est que pour ma part à la deuxième période où ils sont venus en force avec un Sadio Mané très présent qui a ouvert son compteur but. Félicitations à lui pour son compteur but qui a été ouvert et j'espère qu'il ouvrira encore et encore au cours de la compétition, ce qui permettra peut-être à Sadio Mané d'être élu Ballon d'Or. Alors, c'est tout ce qu'on Sadio Mané souhaite. Qui marque 2 buts après avoir raté un penalty. Bien sûr, parce que lui, il a démarré la rencontre avec beaucoup de doutes. Hein. Pour ceux qui regardent bien les matchs, il fallait juste faire la lecture faciale de Sadio Mané. On a senti qu'il n'était pas là. C'est comme s'il était ailleurs. Il se posait pas mal de questions. La preuve, on a vu son raté. Il a shooté dans le gazon. Ça prouve à suffisance qu'il était habité par une colère. Et déjà, le penalty a encore plongé le joueur dans le doute. Ce n'est qu'à partir du but ouvert par l'équipe sénégalaise qu'il a essayé de reprendre confiance. Et derrière son premier but, on a retrouvé un Mané qui est encore à la course de ses prestations qu'on a pour habitude de voir, certes, avec Liverpool ou encore avec l'équipe nationale. Et là, on n'a pas le véritable Mané de la saison en cours. Certainement, après ces 2 buts, il va retrouver sa sensation et aussi sa façon de faire. Benny Banks, mais là, moi, je pense que c'est peut-être l'effet joueur ou gagnant, parce que quand on sait ce qu'on vaut, quand on sait qu'on vous attend et qu'à la fin, vous ne concrétisez pas de bonnes actions, quand même, ça pèse, pour ma part, ce que je pense, ça pèse sur le joueur. Et je pense que c'est ce peut-être qui pesait sur Mané en se disant qu'il est très attendu. Il porte peut-être sur lui cette sélection sénégalaise. Et là, il n'arrive pas à concrétiser ce but. On voit un penalty complètement raté quand même. La façon de le tirer. Ça doit peser sur le joueur. Les penaltys ratés. Il a une jambe lourde. C'est l'apanage de nombreux grands joueurs à travers le monde et l'histoire. Bon, après, il faut voir comment il le tire. Il n'a pas ses appuis nécessaires pour bien réaliser. Parce qu'en général, sur le penalty, il faut bien récupérer au niveau du souffle.
Ensuite, avoir de très bons appuis pour pouvoir assurer une bonne frappe. Or, Mané, quand on regarde bien sur cette action, son pied d'appui n'est pas stable. D'ailleurs, il glisse un tout petit peu. Il finit au sol même après ce tir. Donc, ça veut dire qu'il n'était pas... Et puis, je pense que Mané, à Liverpool, on en parlait hier, il n'est pas très fort au niveau des pénaltys. C'est pas son... Mais est-ce que là également, il n'y a pas eu on a souvent parlé de ce nouveau règlement qui exige aux gardiens de rester si on pouvait revoir ce penalty. Et à propos de règlement, on va justement glisser sur la Coupe du Monde des dames en France. Il y a eu un penalty rejoué par contre les Super Falcons qui affrontaient l'équipe de France, en raison de ce positionnement du gardien ou de la gardienne qui bougeait sur la ligne. Mais puis ce nouveau règlement, certes, il est déjà appliqué, mais pour cette Coupe d'Afrique des Nations, moi je dirais qu'il y a également les réflexes. Les arbitres, ils sont au courant que cette règle doit être appliquée. Mais quand on regarde quand même la quasi-totalité des pénaltys tirés sur cette Coupe d'Afrique, le gardien est déjà parti. Si et l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas encore l'assistance vidéo. Parce que si la VAR était déjà entrée dans la compétition, ce qui est sûr, c'est que ce pénalty devait être retiré. Mais sans assistance vidéo, quand même, étant donné que le règlement est maîtrisé par les arbitres. Maintenant, c'est le réflexe arbitral, parce qu'il faudrait que ces gars, ils aient le réflexe de dire que bon voilà, on va retirer. Mais sinon, le règlement, il s'applique au fur et à mesure. Il y a beaucoup de nouveaux règlements qui sont décidés par la FIFA, mais qui, lors des premières rencontres, ne s'appliquent pas directement. Il faut quand même un certain temps. Il s'applique au fur et à mesure où il doit s'appliquer intégralement. Non, normalement, c'est dès que la loi est abrogée, dès qu'elle est acceptée, c'est fini, on doit l'appliquer. Je pense que c'est seulement une erreur d'attention de l'arbitre qui aurait dû faire rejouer ce penalty. Pas parce que c'est le Sénégal, non. Pas parce qu'il fallait forcément que le Sénégal marque, non. Mais parce que c'est la nouvelle règle. Les gardiens ont le droit juste de façon latérale de se déplacer, mais plus se projeter avant que le coup de sifflet ne soit donné. Or là, on a eu ce cas de figure où le gardien Kenya est parti avant. Et normalement, ce penalty aurait dû être arrêté, même s'il est... Pour ma part, il a été mal tiré aussi. Ouais, il a été très mal tiré. L'appui, l'élan, la concentration, il n'y était pas. Mais là, on revient encore, Aziz, sur les erreurs d'arbitrage. Là, nous ne sommes qu'à la première phase de la compétition. On se demande, quand on passera aux phases un peu plus concrètes, huitième de finale, quart, demi-finale, comment ces arbitres se comporteront. Si rien qu'à cette partie de la compétition, on a déjà des erreurs du genre, on se demande où on va. Mais non, ils vont être sauvés. Il y a une commission ils vont être sauvés par la VAR. Je le dis un peu comme ça en rigolant, mais ils attendent tous la VAR à partir des quarts de finale parce que la VAR peut les dédouaner. La VAR peut les sauver un tout petit peu. Je le dis parce que sur des faits en huitième de finale, ils vont devoir creuser beaucoup dans leur connaissance et dans leur positionnement, dans tout ce qu'il faut pour être de meilleurs arbitres parce que là, ce sera des matchs à coup près. Donc si l'arbitre rate un match, ça peut plomber une équipe. Or, avec la VAR, je ne dis pas que ça 100% bien, mais avec la VAR, à un moment donné, par exemple, imaginez le but de Max-Alain Gradel, s'il y avait la VAR. On n'est pas sûr que ce but-là aurait été accepté. Aurait été annulé pour hors-jeu. Voilà, mais ce n'est pas un scandale non plus parce que le hors-jeu n'était pas très flagrant, c'est-à-dire qu'au point d'amener les adversaires, parce qu'il y a des situations comme ça, qu'on aurait dû laisser à l'être humain de décider. Il y a des fautes qui ne sont pas forcément flagrantes, qui peuvent être sifflées ou non, mais qui ne font pas scandale. Mais il y a d'autres occasions qui montrent clairement que soit le gardien a bougé avant et qu'on peut rejouer, mais que l'arbitre laisse jouer, la VAR peut intervenir, ou il y a un but hors jeu, mais qui est complètement de 2 mètres et que l'arbitre laisse quand même jouer. À ce moment-là, la VAR peut sauver ce genre de situation. Mais là, la VAR, on le rappelle, qui va faire son entrée dans la compétition, dans cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, à partir des quarts de finale. À partir des quarts de finale, mais je pense qu'il faut qu'à partir de l'édition prochaine, qu'il fasse rentrer d'entrée de jeu la VAR. C'est important. Alors, Kenya-Sénégal, nous avons également l'homme du match. Moi, je ne connais pas le mot douter dans ma tête. Je pense que ça peut arriver. D'être un peu frustré, c'est normal en tant qu'attaquant. C'était le cas.
Mais je pense que voilà, ça peut arriver dans le foot de rater un penalty. En tant qu'équipe, on a bien réagi et on s'est créé On d'occasions. l'entend quasiment pas, mais Sadio Mané Je pense qu'on qui a est gagné ce soir, même de si au façon début de match, ça a logique été évident. l'homme de ce match Oui, décisif contre le Kenya. après, c'est quand même Mané et il marque 2 buts. Moi, je pense que moi, peut-être que s'il n'avait pas fait ces 2 buts-là, je ne l'aurais pas choisi comme. Mais bon, vous savez, dans les règles de la CAF et de la FIFA et un peu dans le football généralement, c'est l'attaque qui est privilégiée. Ouais. Et il en a mis 2. Voilà. Et puis c'est Mané. Il revient de Liverpool, voilà, champion d'Europe. Non, mais il y a eu, on a parlé de stress, de pression hier. Justement, Kalidou Koulibaly a évoqué la pression peut-être très forte sur l'équipe qui a peut-être parfois timoré un peu leur performance. Ou bien Mais le Sénégal a un peuple assez exigeant, très exigeant. Le Sénégal a un peuple, l'équipe sénégalaise a un peuple très exigeant et c'est un peuple qui croit fortement à leur équipe. C'est-à-dire que eux, même si l'équipe en face gagne, vous entendrez des gens qui vous diront non, l'équipe n'était pas forte, mais c'est plutôt nos joueurs qui ne sont pas bons. En général, c'est comme ça que ça discute là-bas. Mais après, quand vous regardez l'effectif du Sénégal, vous regardez leur classement FIFA, donc zone CAF. Remis depuis 3 ans. Donc il n'y a pas. Les Sénégalais croient même dur comme fer que cette équipe-là va être championne d'Afrique. Et donc les joueurs sont conscients de ça. Ils sont conscients de ça et c'est là où vous voyez ceux qui n'ont pas l'habitude d'avoir ce type de pression. En général, perdent un peu les pédales pendant des matchs. Mais les vrais, ils restent dans la compétition. Et hier, il y a eu Baignan, finalement, qui a signé, on va dire, un retour en concentration, qui a juste manqué de baraka. Bien sûr, mais il a pesé hier sur la rencontre du Sénégal. Et c'est comme je disais la dernière fois, il faut un attaquant fixe. Et Mbaye Niang est très bien pour jouer ce rôle. Si sur les côtés on a la percussion, on verra que le jeu sénégalais va changer. La preuve c'est qu'avec Yar, avec Sarr autant pour moi, on a pu remarquer que la présence de Sarr a créé beaucoup d'espace à Mané hier. Donc du coup, Niang n'était que l'attraction au sein du secteur offensif sénégalais. Mais il a encore un gros souci, c'est qu'il n'est souvent pas adroit. Parce que s'il marquait beaucoup, franchement, il devait faire très mal. Et puis il y a eu Tanzanie, Algérie et les Fennecs, comme on l'a dit, qui finalement se sont imposés en toute beauté. Hein, des Fennecs qui bouclent ce premier tour avec... pas l'assurance de faire un bon second tour, mais avec l'assurance d'être pris très au sérieux. Ouais, c'est le Cap sur le Nord. Hein. Cap sur le Nord, les gars, ils assurent Cap sur le Nord, toutes ces équipes-là. C'est 3 rencontres sans défaite, sans aucun but encaissé. Mais je l'ai dit aussi sur ce plateau que l'Algérie, c'est cette équipe qui nous présente un meilleur football sur cette Coupe d'Afrique. Les gars, ils sont à l'aise, ils sont tranquilles, ils sont adroits et ils plantent beaucoup de buts. La rencontre d'hier, l'Algérie a fait tourner son effectif. On en parle de 9 remplaçants en gros. Mais ces 9 remplaçants ont montré un visage pas différent de l'équipe type. Ça prouve à suffisance que l'Algérie était totalement à l'aise et pour cette CAN, franchement, elle pourra aller très loin. Les Fennecs, vraiment tout en finesse. Tout à l'aise. Oui, bien sûr. On voit ce but de Slimani. Slimani, qui n'avait pas joué les 2 premiers, du moins le premier match. Il faut dire que le sélectionneur actuel, Djamel Belmadi, est en train de donner du caractère. Peut-être c'est ce qu'il manquait à cette formation algérienne. Parce qu'au niveau du talent, je pense qu'on n'a pas reproché grand-chose à cette équipe. Vous avez vu la Coupe du Monde passée. C'est une équipe qui a montré, pour moi, c'était la meilleure équipe africaine. Qui avait suscité beaucoup d'espoir. Ouais. C'était la meilleure africaine en Coupe du Monde. Malheureusement, elle n'avait pas donné satisfaction par rapport aux espoirs qu'on avait mis sur cette équipe algérienne. Et là, elle reste sur sa dynamique. 3 matchs, 3 victoires. C'est bon pour le moral. Ça veut dire qu'ils sont conscients qu'ils ont de quoi faire. C'est pour ça que le second tour, je crois qu'ils vont probablement jouer contre le 3e du groupe A, B ou F. Ouais. Donc, ils attendent encore tout petit peu pour voir leur adversaire. Mais ce qui est sûr, en ayant le 3e de ces 3 groupes-là, ce n'est pas forcément une équipe qui sera du même calibre que l'Algérie. Donc, il faudra que l'Algérie se concentre
pour ne pas se laisser surprendre par le petit poussin qui pourrait se présenter à eux. En tout cas, l'Algérie qui a produit un jeu très beau à voir, fait de passes courtes, d'appels de balles, comme on aime les voir dans le football champagne qu'on admire. L'Algérie, finalement, qui au départ n'était peut-être pas vue comme un véritable favori, mais qui intègre la liste des favoris. Bon, ne pas voir l'Algérie comme véritable favori, c'est qui n'a pas suivi la Coupe du Monde. C'est comme François l'a dit, l'Algérie a montré pour ma part une belle prestation. Cette équipe algérienne, même si elle n'a pas passé un certain cap pour la Coupe du Monde. Donc l'Algérie encore l'a montré dès l'entame de la compétition qu'elle est là pour gagner avec ses joueurs comme Slimani, comme Andy Delors, qui ont présenté un beau football. Moi, ça ne m'a pas surpris du tout que Djamel Belmadi fasse tourner son effectif pour le match d'hier, parce que l'Algérie avait qui en face d'elle la Tanzanie. Quand même, ce n'est pas la Tanzanie qui devait donner froid au dos à cette équipe algérienne. Donc, pour ma part, c'est comme on le disait, avoir un bon effectif aussi sur le banc, comme un bon effectif sur le terrain, ça aide. Et on l'a vu hier, le banc s'est bien placé sur le terrain et le banc a fait une belle prestation. Maintenant, le joueur du match dans cette explication Algérie-Tanzanie. Bon, le but de ce match, c'était de ne pas prendre de but, continuer les clean sheets. C'était un deal collectif. Quand tu ne joues pas de match et que tu as envie de montrer au coach que tu as envie de jouer, là, je pense que je lui ai bien montré ce soir que j'avais l'envie, même si à la fin, j'étais un peu cuit. Et j'espère pour toute l'équipe qu'on va aller le plus loin possible, Inch'Allah. Le joueur du match qui a peut-être été buteur aussi sur cette rencontre entre l'Algérie et la Tanzanie, des Tanzaniens qui au final sont venus apprendre. Bien sûr, ils sont venus apprendre et c'était une poule quand même serrée pour cette équipe. En face, il y avait un adversaire de renom et cette équipe ne pouvait pas. L'Algérie était très bien organisée. Ounas également, qui a été distingué comme homme du match, a fait une très belle rencontre. Bon relais entre l'attaque et le milieu de terrain. Franchement, c'était surprenant de sa part. Et ça pose également des questions aux sélectionneurs pour les prochaines rencontres parce qu'il y a des remplaçants qui ont énormément assuré. Et le thème du jour, le réveil des attaques, l'Algérie qui a contribué comme le Sénégal à marquer pour ses derniers matchs de la première phase de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. L'Algérie et le Sénégal ont contribué à ouvrir les compteurs d'attaque et on a eu une explosion de buts en quelques jours. Bien sûr, ils sont partis pour... je suis sûr si les matchs d'aujourd'hui restent dans cet esprit, au moins par la moyenne, ils sont partis pour battre le record de la première journée. On sait que la première journée, ils étaient à 27 buts en 12 matchs. Or là, on n'a que 8 matchs, ils sont déjà à 22 buts. Donc, la journée d'aujourd'hui, il suffirait d'avoir 5 buts déjà pour pouvoir atteindre le nombre de buts de la première journée. Et je pense que les matchs d'aujourd'hui vont être très décisifs et ils vont pouvoir ne pas fermer, ils vont devoir jouer parce que, comme on le disait, la dernière journée a été très relevée. Les attaquants se sont réveillés, ils ont compris que la situation de leurs équipes n'était pas très nette, donc il fallait se réveiller. Est-ce que les attaques ont été coincées parce que les équipes évoluaient un peu avec un frein à main? Non, moi je dirais même pas. C'est juste que le niveau de cette compétition est très relevé. Et on a eu beaucoup de grandes équipes qui étaient dos au mur. Avec ce système de 24 équipes pour cette Coupe d'Afrique, sachant qu'on prend le meilleur troisième, le goal average aussi n'est pas en reste. Donc il fallait forcément scorer. C'est un peu ce qu'a fait la RDC. La RDC a joué son match pas seulement pour gagner, mais il fallait également avoir un super goal average. C'est de même pour le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc ces équipes ont très mal commencé la compétition
Et il faut finir en fanfare pour rester tranquillement choisi parmi les meilleurs troisièmes. Moi, je pense pas que ce soit le niveau de la compétition depuis le début. On décrit un peu le niveau de cette la qualité des attaquants. On n'a pas... Moi, je pense que il y a eu le discours derrière et ils ont pensé aussi au danger de leur sélection. Après, parce que comment vous expliquez la RDC qui a fait 2 matchs, ce qui est rarement arrivé sans marquer le moindre but, alors quand on regarde l'attaque, on regarde la composition souvent de l'équipe, au niveau de l'attaque d'équipe de la RDC, on ne peut pas s'imaginer sortir d'un match sans marquer. Et subitement, il se retrouve avec un Bakambu qui était complètement, pour moi, qui est complètement perdu dans cette compétition-là, qui réussit à marquer 2 buts. Après, il faut voir que de l'autre côté, il y a eu quand même beaucoup de largesse de la part des défenseurs. Il y a aussi Trésor Mputu qui passe complètement à côté, en tout cas qui est passé à côté de cette première phase. Non, mais pour moi, Trésor Mputu ne devait pas être l'homme majeur de cette formation de la RDC. Mais c'est la preuve, la chance qu'on lui a donnée, il ne l'a pas saisie. C'est plutôt des garçons comme Meshak qui, lui, aurait eu, malgré le premier match et le deuxième match qu'ils n'ont pas su bien faire. Il y a des joueurs comme ça. Il faut pas casser la dynamique des joueurs, même si les sélections ne passent pas. Donc, je pense que pour la fin, pour revenir par rapport au thème, il faut juste dire que les attaquants, certains attaquants ont pris conscience que s'ils ne marquaient pas, s'ils ne mettaient pas un peu de l'heure dans ces derniers matchs-là, c'est leur nation qui prendrait un coup. Imaginez un seul instant, le Sénégal n'était pas encore qualifié finalement hier. Imaginez-vous un seul instant que Sadio Mané et les autres et compagnie ne se réveillaient pas pour marquer et que vers la fin, le Kenya marquait un but. Mais le Sénégal pouvait rester. Donc, ils ont pris conscience. Déjà, quand ils sortaient, quand ils allaient à mi-temps, si vous avez remarqué les visages des Sénégalais, c'était des visages fermés. Ils n'avaient qu'une seule avis, certainement dans leur tête, c'est de dire mais revenons pour qu'on fasse quelque chose. Et ils l'ont fait, et donc à juste titre, je pense qu'ils ont pris conscience. La pression, on en parlait hier. Voilà pourquoi je disais à Benny Banks que si Sadio Mané a un visage fermé, c'est le réflexe du bon joueur. Parce qu'il y a une pression supplémentaire sur lui. On attend Sadio Mané, on attend cette équipe sénégalaise pour le second tour de la CAN et ne pas avoir cette équipe sénégalaise pour le second tour de la CAN. Ce n'est pas seulement une défaite pour Aliou Cissé, mais c'est une défaite pour Aliou Cissé, les joueurs sur le terrain et les joueurs sur le terrain comme un Sadio Mané, comme un Cédric Bakambu que l'on n'a pas vu. François, vous l'avez dit, durant les 2 premiers matchs, on voit Bakambu pour la fin du match, Cédric Bakambu qui n'était pas très en forme pour ma part, mais qui a quand même réussi à porter cette équipe congolaise avec elle jusqu'à marquer 4 buts, bien aidé par le gardien, mais... Pour moi, c'est la pression de la dernière journée, la pression de ne pas être qualifié, la pression de ne pas continuer la compétition qui fait en sorte que ces attaques-là, voilà, comme vous dites, la survie qui fait en sorte que ces attaques-là puissent se démarquer, puissent encore faire un peu plus que ce qu'ils ont fait auparavant. Et la position dans les groupes a énormément compté parce qu'en dehors du match de la RDC, parce que moi je dirais que le match de la RDC, le gardien adverse a donné 3 buts. Mais si on prend ces équipes qui ont énormément scoré, c'est des équipes qui sont totalement assises offensivement. Quand vous prenez le Sénégal, vous avez Mané, vous avez Sarr, vous avez Mbanyang, c'est des tueurs. Vous avez la Côte d'Ivoire avec Cornet, Wilfried Bony, Zaha et également Pépé qui est encore dans le doute. Donc pas de question sur le taux de but ou encore le réveil de ces équipes-là offensivement. C'est des équipes qui ont un potentiel offensif très énorme. La preuve, c'est que celles qui ont pris tous ces buts-là n'ont véritablement pas des joueurs offensivement. Voilà. Et on rappelle au passage à tous les membres des communautés des pays présents ici à Libreville, au Gabon, qu'ils ont la possibilité de participer à l'enregistrement de ce plateau Cannes 2019, une émission d'ailleurs en direct, ici à la Belle Télévision, en se rapprochant de nos équipes, en venant à la Belle Télévision se faire enregistrer. Nous sommes situés au rond-point Elikonia à Angonje, commune située au nord de Libreville, la capitale du Gabon, si je ne m'abuse. Donc vous avez encore la possibilité de vous joindre à nous pour prendre part à la fête. Nous allons avoir l'étape des 8e de finale après
cette première partie de la Coupe des Nations et vous pourrez venir ici participer en direct à l'enregistrement de cette émission. Marie-Paul Redombina, les attaques ont finalement trouvé le déclic, pas forcément parce qu'il y a des attaquants de grand talent, mais simplement peut-être parce qu'en face, les gardiens ne sont pas très bons. Oui, en face, les gardiens ne sont peut-être pas très bons. On l'a vu face à la République démocratique du Congo. Je pense que c'était le 3e gardien. Il est venu en renfort. On a vu les grosses bourdes qu'il a faites. Et la République démocratique du Congo qui ne s'est pas laissé prier et qui a profité de l'occasion de là à marquer 4 buts. L'occasion a été donnée et puis on fait avec. Alors aujourd'hui, nous avons un thème que l'on pourra retrouver un de ces jours, vu que nous allons repartir de zéro. La compétition va reprendre à partir des 8e de finale. Mais nous avons 4 matchs aujourd'hui qui vont se jouer dans le même schéma. On nous a dit que c'est pour souvent éviter les calculs et les arrangements. Donc on a d'abord le Cameroun qui sera opposé aux écureuils du Bénin. Le Bénin qui va avoir fort à faire. Vraiment fort à faire. Je précise que cette poule nous a donné pour sa seconde journée aucun but. C'était des 0 buts partout pour les quatre sélections. L'on espère que, comme hier où on a eu une avalanche de buts, aujourd'hui également on aura une avalanche de buts pour un Cameroun-Bénin qui se laisse une dernière chance face à un tenant du titre également qui ne se laissera pas faire. Pour ma part, ce match s'annonce d'ores et déjà houleux pour les deux sélections. Pardon, et puis on a un Guinée-Bissau-Ghana. Je suppose que comme ceux d'hier, le Ghana ira fort face à cette équipe bissau-guinéenne qui, pour ma part, n'a pas produit un beau football. Mais attention, on a vu Madagascar face au Nigeria. Non, Madagascar, Aziz, si vous me le permettez, Madagascar a produit un beau football dès l'entame de la compétition. Madagascar a montré qu'elle pouvait le faire. Madagascar est allé au bout de certaines équipes. On l'a vu, un 2-0 face au Nigeria, une équipe qu'on n'attendait pas forcément. Excusez-moi de parler avec passion, j'aime bien cette belle équipe malgache. Donc, pour ma part, le Ghana n'aura pas fort à faire face à cette équipe bissau-guinéenne. Si le Ghana produit un beau football avec des joueurs comme André Ayou. Avec vous, on voit quels sont les hommes à suivre dans ce Cameroun-Bénin. Dans ce Cameroun-Bénin, homme à suivre, pour ma part, je pense qu'il y en a 2. Mais le premier reste Michael Poté. Alors, on aura l'occasion de revenir dans un moment sur les joueurs à suivre. Alors, pour vous, François Bignet, ça se justifie que ce soit Poté, le joueur à suivre. C'est en ce moment l'attaquant le plus efficace du côté des écureuils. Oui, bien sûr, avec son doublé réussi, je pense qu'il reste un homme à surveiller comme du lait sur du feu. Donc il faudra bien que les Camerounais fassent très attention à ce joueur. Et les Camerounais ont des joueurs justement en défense pour pouvoir contrôler ce garçon. Il ne faut pas qu'ils les mettent en difficulté. On sait que l'équipe camerounaise, au niveau de la défense, parfois elle a tendance à tanguer un tout petit peu, mais reste solide. Reste solide. C'est aux Béninois d'être très joueuse, une équipe très joueuse, il faut que le soit. Et là, nous avons le joueur à suivre, Poté. Synonyme de qualification. Solide équipe. Pendant les éliminatoires, le Bénin l'a encore une fois démontré lors de ses 2 premiers matchs à la CAN 2019. 2 matchs nuls avec des contenus plus ou moins acceptables, c'est avec l'état d'esprit de guerrier que les joueurs béninois vont affronter l'ogre camerounais. Au cours de cette confrontation, le joueur à suivre est Michael Poté. Il a été auteur d'un doublé face au Ghana. Outre ses buts, il a été précieux sur les côtés avec des replis défensifs et son rôle de deuxième attaquant. Muet devant la cage lors de la 2e journée, l'attaquant béninois Michael Poté doit inscrire des buts lors de ce match. Stéphane Sessignon, capitaine des écureuils du Bénin, va apporter son expérience à l'équipe. Milieu offensif de son état, il met à la disposition de la sélection sa clairvoyance et sa capacité à jouer dans les petits espaces.
Michael Poté et Stéphane Sessegnon. Le Bénin aura fort à faire face à cette équipe camerounaise et des joueurs qui se distingueront. Je pense que Michael Poté et Stéphane Sessegnon, comme je l'ai dit, avec sa clairvoyance et son état d'esprit, et pourra venir peut-être à bout de cette équipe camerounaise, parce qu'il faut le signaler, le Bénin n'a plus droit à l'erreur. Elle est restée beaucoup trop nonchalante face à la Guinée-Bissau, or qu'elle avait de bonnes occasions de pouvoir venir à bout de cette équipe bissau-guinéenne. Elle s'est laissée prendre et l'on espère face au Cameroun que le Bénin marquera des buts. Oui, il y a aussi Marie-Paul, Guinée-Bissau, Ghana. Guinée-Bissau, Ghana. Pour moi, bien que l'on a parlé beaucoup des frères Ayou durant cette compétition, moi je pense que ce sont eux encore qui vont pouvoir se démarquer, même si pour moi, Dian Asamoah n'est pas rentré dans cette compétition. Peut-être qu'on ne lui laisse pas beaucoup de temps de jeu parce que c'est un warrior, je veux le dire ainsi, mais comme François l'a si bien dit, vous voyez quel joueur à suivre dans cette confrontation? Je me dis bien peut-être un André Ayou, peut-être un André Ayou qui va se démarquer, je me dis bien. Peut-être André Ayou? Oui, peut-être. Vous savez, c'est des matchs comme ça qu'il aime, c'est des matchs comme ça qu'il... André Ayou, c'est des matchs comme ça qu'il aime, c'est des matchs, c'est quasiment une finale pour le Ghana. Si le Ghana perd ce match-là, le Ghana est éliminé. Si le Ghana fait match nul, le Ghana va rentrer dans des calculs compliqués. Il faudra être intégré parmi les équipes terminées. Donc le Ghana doit s'imposer. Et pour cela, il faut compter sur la grinta du capitaine de cette formation qui est André Ayou, qui sait se donner à fond sur le terrain pour pouvoir tirer ses coéquipiers vers le haut. Parce que le danger de cette affaire, c'est que si le Bénin venait à s'imposer face au Cameroun, le Ghana est en difficulté, clairement. Donc, heureusement que ces matchs se jouent en simultané. Et nous avons à 20h. Oui, à 20h, Angola, Mali et Mauritanie, Tunisie. D'abord, Angola-Mali. Bon, Angola-Mali, je ne le dirai jamais assez. Moussa Marega reste l'homme du match, celui qui est là pour montrer de quoi il est capable face à une équipe angolaise un peu nonchalante, mais on a des joueurs comme Bastos qui essaieront de se démarquer au cours de cette rencontre. Bastos qui va être un élément à suivre. Un élément à suivre face à cette équipe malienne, mais cette équipe malienne qui l'a montré dès l'entame de la compétition n'est pas venue en simple visiteur sur les terres égyptiennes. Le Mali est venu là pour soulever le trophée et elle compte bien passer. Le Mali qui est d'ores et déjà qualifié, il faut le préciser, pour les huitièmes de finale. Et on a nos amis les Mourabitoun face à la Tunisie. Mauritanie-Tunisie. Ouais, dur apprentissage pour le moment des Mauritaniens, même si c'est vrai qu'ils avaient montré de bien belles choses face au Mali, mais ça n'avait pas suffi face au Mali d'encaisser ces 4 buts. Mais dans l'engagement, dans la détermination, on a vu une équipe mauritanienne qui avait laissé bonne impression. Donc regardez, contre l'Angola, ils ne perdent pas. Ils sont aussi dans la course. Imaginez un seul instant que cette équipe fasse un coup à la Tunisie. On peut retrouver la Mauritanie en train de compliquer les calculs de ce groupe-là. Si c'est imposé, ça leur ferait 4 points. Avec 4 points... La Mauritanie qui n'est pas à négliger. Vous avez identifié... Non, il ne faut pas négliger la Mauritanie, je pense. Oui, un sinon deux, Mokhtar Sidi Assem et Ismaël Diakité, qui pour ma part pourront venir à bout de cette équipe tunisienne emmenée par Alain Giresse. La Tunisie, on l'a vu, qui pour moi, la vague des équipes maghrébines, on compte la Tunisie qui est un peu en ballottage, qui n'arrive pas à produire le beau jeu qu'on connaît à cette sélection. Donc je pense que si ces deux hommes-là vont droit dans leur match et concrétisent, je pense qu'ils pourront venir à bout de cette équipe tunisienne. Et puis la Tunisie, ce n'est pas... Les Mourabitoun, qui enregistrent leur première participation à une CAN, ont une sélection composée essentiellement
de joueurs issus des championnats étrangers et les locaux évoluent dans le club phare du pays. Mokhtar Sidi Hassen et Ismaël Diakité sont les joueurs à suivre. Mokhtar Sidi Hassen, seulement âgé de 21 ans, est la pépite de cette sélection. Formé à Lassac, Concorde en Mauritanie, le milieu offensif évolue aujourd'hui au Real Valladolid. Il a été élu en 2014 meilleur joueur de l'année mauritanien, alors qu'il n'avait que 17 ans. Il a inscrit son premier but dans la compétition contre le Mali sur un pénalty. L'autre joueur à suivre de cette sélection, c'est Ismaël Diakité, un élément que les Tunisiens connaissent bien puisque le joueur évolue dans le championnat tunisien et plus précisément du côté de l'US Tataouine. Ce milieu de terrain offensif a déjà inscrit avec l'UST 9 buts en championnat, finissant ainsi qu'au deuxième buteur avec l'international tunisien Firas Chawat. Sur 9 confrontations, la Tunisie n'a jamais perdu contre son homologue mauritanien, remportant ainsi 7 de ses duels, dont 5 victoires en match officiel et 2 matchs nuls. Un tour de table, Marie-Paul, pour les pronostics pour ces derniers matchs. Pronostic pour ces derniers matchs, on l'a dit, la Tunisie va gagne toujours ses matchs face à la Mauritanie. 7 sur les 7 rencontres, elle en a gagné. Donc moi, je mise sur un 2-1 en faveur de la Tunisie. Et puis, dans la confrontation Bénin-Cameroun, je vois bien peut-être un 2-1 en faveur du Bénin. Et Guinée-Ghana, peut-être un 2-0 pour le Ghana. Oui, petit avantage pour le Ghana, mais faire très attention à la Guinée-Bissau. Si le Ghana joue collectif, ça peut passer. Mais s'il joue comme j'ai vu tout récemment, où chacun voulait faire son petit métier, ils sont en danger. Cameroun-Bénin, bon, le Cameroun va vouloir confirmer son bon entame de cette CAN, mais attention à face, les Béninois ne vont pas se laisser faire. Les Lions qui ont faim. Ben oui, les Lions faim qui des ont écureuils. faim, ils veulent manger de l'écureuil, donc on espère qu'ils vont le faire. Écoutez, nous sommes au terme de ce rendez-vous, en tout cas que le meilleur gagne sur l'ensemble de ces rencontres et nous on se fera un plaisir de revenir ici demain, même heure, même chaîne, la Belle Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale. On rappelle pour les communautés présentes, les communautés africaines présentes à Libreville et qu'elles ont la possibilité de participer à notre émission en direct ici même au rond-point Heliconia, siège de la Belle Radio et Télévision, à l'immeuble au centre audiovisuel Nelson Mandela. Merci d'avoir été des nôtres et on vous laisse en compagnie des buts de la veille. Très bonne suite de programme. Hello la famille, African Unity.